Forum Radio J dont vous êtes l'invité, Pape Ndiaye. Bonjour. Bonjour. Alors dans le contexte de cette guerre barbare de Poutine en Ukraine qui martyrise, qui assassine, qui persécute un peuple et fragilise l'économie mondiale, une question est désormais au centre du débat et des polémiques. En France, comment les Français vont-ils passer l'hiver ? Y aura-t-il des coupures d'électricité ? Avec quelles conséquences pour notre vie quotidienne et puis aussi celle de nos enfants dans les écoles ? Et puis au-delà, faut-il redoutez-vous le pire, monsieur le ministre, dans l'éducation à la rentrée de janvier, avec d'un côté les conséquences d'éventuels délestages et de l'autre un mouvement social annoncé contre la réforme des retraites. Mais pour commencer, monsieur le ministre, donc les coupures d'électricité, dites-vous, comme le président Macron, pas de panique dans les collèges, les écoles et les lycées. Absolument, il s'agit d'une mesure de précaution au cas où des délestages programmés seraient nécessaires. Il faudrait alors envisager la fermeture d'écoles dans des secteurs bien précis le matin. C'est donc une mesure de précaution. Ça n'est en aucun cas une probabilité, c'est une éventualité parce qu'il faut évidemment envisager tous les scénarios, y compris les scénarios improbables. Et le pronostic que vous faites, c'est qu'il y aura des coupures, des écoles fermées ou pas ? Je ne suis pas prévisionniste météo, ça dépend largement des vagues de froid. J'espère que cela ne sera pas le cas, c'est d'ailleurs improbable, mais il faut... Improbable, vous dites, hein ? C'est improbable parce qu'il faut une conjonction de critères, y compris de critères météorologiques qu'on ne peut pas prévoir à l'heure actuelle, mais nous devons envisager cette possibilité néanmoins. Donc si jamais des délestages devaient être programmés, à ce moment-là, il faut évidemment organiser le système scolaire en conséquence dans les secteurs bien précis qui seront concernés. Est-ce qu'il y a des villes qui seront exclues de ces délestages ? Parce qu'on nous dit qu'à Paris, il n'y aura pas de coupure, c'est vrai ou pas ? À Paris, il pourra y avoir des coupures, mais il y a aussi beaucoup de structures prioritaires, par exemple les hôpitaux. Et compte tenu du réseau électrique, lorsqu'un hôpital est prioritaire, eh bien, autour de cet hôpital, les habitats, etc., ne seront pas coupés, y compris dans le cadre de ces délestages. Mais alors, par principe, aucune ville ne sera exclue des délestages programmés si jamais ceci devait avoir lieu. Alors, depuis que vendredi, on sait qu'il pourrait y avoir des délestages, puisque vous l'avez dit vendredi dans les écoles, il y a eu des critiques, notamment de la part de la Fédération des conseils de parents d'élèves, la FCPE, sa présidente Magali Hichet, qui dit avoir très mal pris la nouvelle d'annonce d'éventuelle fermeture d'école, demande d'abord que les établissements scolaires soient prioritaires. Alors, est-ce que c'est possible ou pas pour éviter les délestages et ainsi maintenir les journées d'école aux enfants ? Qu'est-ce que vous lui répondez ? Les établissements scolaires ne peuvent pas être prioritaires parce qu'ils sont trop nombreux à l'échelle du pays, sauf ceux qui ne seront pas délestés parce qu'ils sont à proximité de structures prioritaires. Et puis, deuxièmement, on parle là de coupures brèves dans des secteurs très précis et d'une éventualité. On est donc très très loin du discours catastrophiste que j'ai pu entendre. Elle dit aussi que les éventuelles fermetures d'école vont compliquer la vie des parents. Est-ce qu'il y a des solutions prévues pour garder les enfants privés de classe ? Il est clair qu'une fermeture d'école, ça complique la vie. De même qu'une tempête de neige peut aussi faire que l'école ferme le lendemain dans telle ou telle région. Et ça arrive chaque année l'hiver. Et donc, il faut s'organiser. Il faut pouvoir faire de telle sorte que, en lien avec les collectivités locales, les parents et leurs employeurs trouvent des modes de garde alternatifs. Cela s'organise et c'est pour cela que nous avons annoncé plusieurs semaines à l'avance la possibilité de ces délestages. Elle dit aussi, Magali Hichet, que le Covid-19 n'a pas servi de leçon au gouvernement. Ça n'a rien à voir. Le Covid, c'était la fermeture des établissements scolaires pendant plusieurs semaines. Là, on parle de l'éventualité de délestage de 2 heures, pas avant le mois de janvier ou le mois de février. Et comme je l'ai indiqué, ça n'est qu'une éventualité. Donc ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça veut dire que, quelque part, est-ce que vous dites pas que, à la FCPE qu'il faut relativiser les choses ? Je dis... Il ne faut pas exagérer. Calmons-nous, ne mobilisons pas les discours catastrophistes. On est très très loin de ce que j'ai pu entendre ou lire. On parle de l'éventualité. Si jamais des coupures de 2 heures devaient avoir lieu, effectivement les écoles et les établissements scolaires
serait dans la nécessité de fermer parce que sans électricité, il n'y a pas de sécurité. Et la sécurité des enfants, c'est évidemment ma priorité. Alors la rentrée de janvier risque en tout cas d'être compliquée, avec d'un côté ce risque de coupure dont vous venez de parler, coupure d'électricité, et de l'autre, une mobilisation annoncée par les syndicats et la gauche, les partis de gauche, contre la réforme des retraites. Est-ce que vous redoutez cette séquence? Est-ce que la rentrée de janvier ne va pas être celle de tous les dangers au sein de l'éducation nationale, notamment? Alors, au sein de l'éducation nationale, on a affaire à une immense majorité de fonctionnaires qui ne basculeront pas dans le régime général, comme le ministre du Travail l'a annoncé il y a quelques semaines. Par ailleurs, ce qui est évidemment au fondement de cette réforme des retraites, ce sont des évolutions démographiques, le fait que le nombre de retraités croît et le nombre d'actifs ne croît pas en proportion. Il faut donc préserver le système par répartition et pour cela, en effet, réformer pour garantir les retraites et puis pour faire de telle sorte que ce système soit également juste en tenant compte de la pénibilité, en tenant compte des carrières longues, en tenant compte des enfants. Et en ce qui concerne l'éducation, ce que vous dites aux enseignants, il va falloir travailler plus. Alors ça va faire l'objet évidemment de discussions. Les enseignants travaillent beaucoup, bien entendu, mais il y a des facteurs à prendre en compte. Lesquels ? Bien entendu, la question de la pénibilité qui se pose pour les enseignants. Par exemple, dans les petites classes, on travaille souvent penché en direction des enfants. Et puis, il y a aussi la possibilité de superposer le début de retraite ou la fin du temps actif de manière à imaginer des périodes de transition qui peuvent intéresser les néo-retraités comme celles et ceux qui terminent leur carrière. C'est de tout cela dont le gouvernement avait discuté avec les partenaires sociaux. Alors, votre tâche à la tête du ministère de l'Éducation, c'est aussi et ça a été aussi indiqué au départ, de renouer le dialogue avec les enseignants échaudés par 2 années de crise sanitaire, aussi la gestion qui a été reprochée à votre prédécesseur Jean-Michel Blanquer. Est-ce que c'est bien parti ? Je pense que nous avons de bonnes relations avec les syndicats. Vous les interrogez directement. D'ailleurs, ça ne signifie pas que nous soyons en accord sur tout, mais nous échangeons, nous négocions, nous discutons, par exemple, sur la question des revalorisations. Oui. Voilà un point sur lequel nous sommes tous d'accord. Il faut mieux payer les enseignants. Et puis ensuite, c'est dans le détail, évidemment, que des divergences peuvent apparaître. Mais je pense que de bonnes relations avec les organisations syndicales, c'est tout à fait nécessaire. Et je l'ai indiqué, j'ai marqué l'estime, la considération que j'ai pour les syndicats et bien au-delà, évidemment, pour les professeurs. Vous savez, je suis un professeur moi-même. Professeur d'histoire. Professeur d'histoire, je m'adresse... Ancien de Normal Sup. Et je m'adresse souvent aux professeurs en leur disant « chers collègues ». C'est une manière pour moi de marquer toute l'estime que j'ai pour les professeurs et le fait que la société leur doit la considération qu'ils méritent en raison de leur savoir, en raison de la tâche essentielle qu'ils ont pour l'avenir du pays. Alors, on continue à parler des professeurs et de l'enseignement, d'éducation. Emmanuel Macron a fait d'éducation l'une de ses grandes priorités. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire ? Et qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça va impliquer? Concrètement, ça veut d'abord dire une augmentation sans précédent du budget de l'éducation nationale, puisqu'on frôle les 60 milliards d'euros, c'est plus 6,5% par rapport à l'année dernière, et ça va permettre de mieux rémunérer les enseignants. Ça, c'est une traduction, c'est la première traduction concrète de cet engagement. Et puis, il y a tout ce que nous mettons en œuvre, en particulier ces concertations à l'échelle locale, dans chaque école, dans chaque collège, dans chaque lycée, pour donner des marges de manœuvre, donner de l'air, donner de l'autonomie aux équipes et aux communautés éducatives. Sur la revalorisation des salaires, bon, il y a eu des annonces. Tout le monde n'est pas content, puisque l'augmentation des salaires elle va surtout concerner les nouveaux professeurs, la jeune génération. Globalement, est-ce que la revalorisation peut concerner tout le monde enseignant? Et comment? Elle va concerner bien au-delà des jeunes enseignants, elle va concerner les premières moitiés de carrière. Donc on parle des 20 premières années, 20-25 premières années de carrière, et puis également les fins de carrière avec un passage facilité à la hors classe. Parce que le respect aussi des professeurs, il passe par une revalorisation importante de leur salaire. Le respect des professeurs, il passe
notamment par la revalorisation salariale, mais pas que. Il est très important aussi de penser la revalorisation du métier au-delà des salaires. Il y a d'autres éléments, les questions de carrière, les questions de mutation, la place des professeurs dans la société en général. Et vous savez que les questions de pénurie ou de manque d'enseignants se posent à l'échelle mondiale, y compris dans des pays comme l'Allemagne, par exemple, où les rémunérations sont bien plus élevées. Alors justement, donc la pénurie des professeurs, est-ce que ce n'est pas justement le faible niveau de salaire des profs qui explique que les concours, notamment du premier et du second degré, ne fassent plus recette? Il y a une espèce d'absence, de disparition de la vocation de professeur. Oui, ça joue un rôle. Ça joue un rôle. Le salaire, hein. Le salaire joue un rôle, bien entendu, et c'est pour cela que nous allons le revaloriser avec les négociations et qui se traduiront par une revalorisation d'environ 10% à partir de la rentrée 2023 et plus pour celles et ceux qui accepteront de s'engager dans le pacte que nous négocions actuellement avec les organisations syndicales. Mais vous avez raison, le salaire ne dit pas tout puisque cette pénurie est également visible dans des pays où les salaires sont élevés. Et donc, il y a d'autres questions à prendre en considération. Et ces questions, nous devons aussi les saisir. Elles tiennent aussi non seulement au ministère de l'Éducation nationale, mais je pense à un effort national. On parle de la nation, là, de où souhaitons et à quelle place souhaitons mettre les professeurs. Et ça, je crois que c'est une réflexion que nous devons avoir collectivement. C'est une conversation nationale pour valoriser et replacer les professeurs au centre de la société française. Là, d'ailleurs, dans le cadre du CNR, dont on va reparler tout à l'heure, Conseil national de la refondation, quand vous étiez professeur d'ailleurs, est-ce que vous considériez que votre statut était convenable, que la manière dont on appréciait votre travail était convenable? J'ai toujours considéré que, en dépit des difficultés que l'on peut avoir, être professeur, c'était le plus beau métier du monde. Et donc, j'ai toujours considéré que l'importance de la tâche, le plaisir aussi d'enseigner, il faut quand même le dire, enseigner, c'est un grand plaisir intellectuel. Et puis, c'est le sentiment que l'on... C'est travailler sur l'avenir du pays. Hein. C'est travailler sur l'avenir du pays. On parle quand même de choses absolument essentielles. C'est un métier qui a un sens profond. Eh bien, que cela l'emportait sur les difficultés et sur les désagréments. Mais j'ai aussi enseigné dans des circonstances qui étaient, quand même, je l'avoue, très favorables. Oui, très favorables. Alors, au passage, combien de professeurs se sont inscrits au concours des premiers et second degrés? Je rappelle que les inscriptions se sont clôturées vendredi. Oui, on n'a pas encore les chiffres définitifs, mais on sera, je dirais, légèrement au-dessus de l'année dernière, sans pour autant que cela suffise. Hein, parce que l'année dernière, il faut préciser qu'il n'y avait pas... Il n'y a pas le nombre de profs requis. Non, ni l'année d'avant d'ailleurs, hein, puisque le nombre d'inscriptions de concours décline depuis de nombreuses années déjà. Ça a été particulièrement marqué l'année dernière. Et donc on ne va pas changer les choses d'un coup de baguette magique. Cela va prendre du temps. Il va manquer combien de profs? Ça, on ne sait pas. On va voir, on va faire les calculs. Mais il est clair que la rentrée 2023 ne sera pas spectaculairement différente de la rentrée 2022. C'est un effort de longue haleine que nous menons pour revaloriser le métier d'enseignant. D'abord par les salaires, bien entendu, mais pas que ça. L'an dernier, les chiffres de l'an dernier, c'était quoi précisément, pour le rappeler à nos auditeurs? Alors, l'année dernière, il manquait 3 800 à 4 000 professeurs, et vous savez que l'on a eu recours à un nombre d'enseignants contractuels dont on a beaucoup parlé. Ce qui a été critiqué. Hein. Ce qui a été critiqué. On parle de 1 à 1,5% dans le premier degré, de 6,5 à 8% des enseignants dans le second degré. Ça dépend aussi des disciplines. Ça n'est pas massif, mais il est clair qu'on a recours à plus d'enseignants contractuels que nous le souhaiterions au regard de ce qu'on appelle le rendement des concours, qui n'est plus aussi bon. Donc 3 800 à 4 000 profs qui manquaient l'an dernier, cette année, ça sera du même ordre? On verra. J'espère que ça ira mieux, mais le changement ne sera pas spectaculaire. Et alors, au passage d'ailleurs, et d'ailleurs, pour combler ce manque de professeurs, il y aura les mêmes, enfin, vous ferez la même chose que l'an dernier. Vous appellerez... Nous allons avoir recours à des enseignants contractuels, dont 83% sont d'ailleurs des enseignants 87% même, qui ont une expérience d'enseignement. On ne recrute pas à la dernière minute. On a des enseignants... Certains ont été recrutés à la dernière minute. Un faible volant, 13%, mais l'immense majorité des enseignants contractuels a une longue expérience de plusieurs années dans l'enseignement primaire et surtout dans l'enseignement secondaire. Donc on va vous dire bis repetita.
on fait au mieux compte tenu de circonstances qui sont celles que je viens de dire et qui sont d'ailleurs valables à l'échelle mondiale. Au passage, combien de professeurs se sont inscrits en concours du premier et second degré et ne se sont pas présentés au concours ? Alors, ça dépend des niveaux, ça dépend des disciplines, mais le nombre de non-présentations ou le pourcentage de non-présentations au concours peut être élevé et peut même dépasser les 50%. Les 50%? Oui, dans certaines disciplines. Dans certaines disciplines. Dans certains niveaux. Quelles sont les disciplines où il y a le moins de vocation, on va dire, hein? Alors, vous voulez dire des inscrits qui ne se sont pas présentés, oui. Alors, c'est plutôt du côté du premier degré. Du côté du second degré, le pourcentage de ceux qui participent effectivement aux épreuves du concours par rapport aux inscriptions est meilleur. Donc près de 50%. Ça peut dépasser même les 50%. Et ça dépend des matières ou pas? Ça dépend aussi des matières. Et quelles sont les matières C'est variable. Ça dépend non seulement des matières, mais ça dépend aussi du type de concours. Il y a plusieurs concours. Il y a les concours de CAPES, il y a les concours d'agrégation. Et donc tout cela varie, ça varie aussi selon les années, mais il est clair que le nombre de celles et ceux qui passent les concours ne correspond pas aux inscrits. Mais ça, c'est valable pour un grand nombre de concours de la fonction publique, je vous rassure. Alors avec le Conseil national de la refondation, le CNR, vous espérez insuffler un changement de culture en incitant les écoles à monter leurs propres projets. Comment comptez-vous y faire adhérer le monde éducatif et éventuellement aussi d'ailleurs les parents d'élèves? Eh ben, il y adhère déjà puisque nous avons déjà plus de 1700 concertations organisées. Il y en a 5000 dans la tuyauterie, si je puis dire, et puis 11 à 12 000 qui sont envisagées. Donc c'est un processus qui se développe de manière extrêmement satisfaisante. Vous savez que le président de la République participera à un Conseil national de la refondation de l'éducation demain. On va en parler. Demain à Aix en Provence. Donc nous sommes très satisfaits à la fois, si vous voulez, de la finalité, puisqu'il s'agit d'obtenir des projets pédagogiques locaux qui pourront être financés par un fonds d'innovation pédagogique, mais également du processus lui-même, ce travail collectif par lequel les communautés éducatives discutent de leur école, de leur collège, de leur lycée. Et je peux vous dire que toutes les concertations auxquelles j'ai pu participer montrent ce qui se passe, quelque chose le plaisir de travailler, de réfléchir ensemble, après notamment les années de crise sanitaire qui ont un peu dissous les collectivités. Ça aussi, c'est quelque chose de très important. Alors, nous avons commémoré, c'était le 16 octobre, les 2 ans de l'assassinat de Samuel Paty. Et pourtant, les atteintes à la laïcité se multiplient dans les collèges et les lycées. 720 signalements ont été recensés en octobre, débouchant même jusqu'à des menaces contre des professeurs, avec des professeurs mis sous protection policière, et ce au nom d'Allah. Est-ce à dire que l'État est impuissant face au ravage de l'islamisme? Non, l'État agit très fortement. D'une part, en publiant mensuellement ces données qui nous servent d'outils de pilotage plutôt que de le faire 3 ou 4 mois plus tard. Et puis également en appliquant fermement, avec discernement aussi, la loi de 2004, puisqu'il s'agit surtout d'infractions pour port de signes ou de tenues religieuses, ou en tout cas à intention religieuse. Eh bien, nous appliquons la loi de 2004 en interdisant ce port de tenue religieuse par la concertation avec les principaux intéressés, avec les familles. C'est comme ça généralement que les cas se résolvent, et éventuellement par la prise de sanctions à l'issue d'un conseil de discipline. Donc nous agissons avec fermeté, mais également en respectant la loi, en respectant les procédures de manière à opérer avec discernement. Et je peux vous dire d'ailleurs que les chiffres que nous publierons pour le mois de novembre sont des chiffres qui montrent une nette décrue de ces atteintes à la laïcité. Alors justement, c'est les chiffres dont vous parlez, c'est des chiffres concernant les atteintes à la laïcité. Donc 720 signalements en octobre, en novembre, ce sera beaucoup moins ? Ce sera moins. Nous publierons les chiffres la semaine prochaine. Lorsque vous faites allusion aux chiffres d'octobre, une grosse proportion se fait pour port de tenue ou de signes religieux. Il y a également une plus petite proportion pour contestation pédagogique. Ça fait aussi partie, évidemment, de la loi de 2004. Comment vous interprétez la baisse de ces chiffres que vous allez annoncer, que vous annoncez là à l'instant, et qui vont être confirmés la semaine prochaine? Alors, nous allons regarder de près, évidemment, les chiffres, mais il y a une mobilisation. Il y a également
à la fois, je dirais, la politique de fermeté. Nous avons précisé les choses auprès des chefs d'établissement par la circulaire du 9 novembre. Et puis aussi les concertations, les mobilisations, le fait que les enseignants, les équipes éducatives, les chefs d'établissement sont accompagnés. Il y a les équipes valeurs de la République, il y a, le cas échéant, s'il y a menace, dépôt de plainte, des liens avec les préfectures, bref, une mobilisation pour faire baisser les chiffres. Les chefs d'établissement réclament des consignes claires. Vous en avez parlé sur les tenues litigieuses. Faut-il, et puis vous avez plus ou moins répondu à cette question, faut-il revoir la loi de 2004 qui interdit le port de signes religieux dans les établissements scolaires? Faut-il préciser la loi? Faut-il aller au-delà? Non, il ne faut pas toucher à la loi. Comme toute loi, elle a une portée générale, une portée universelle, et c'est essentiel de lui garder cette portée-là. Nous n'allons pas préciser le type de tenue, les longueurs de robe, de manches, etc., qui nous emmèneraient dans une spirale sans fin hebdomadaire de précision qui se trouverait déjouée instantanément par les principaux concernés. Donc la loi de 2004, rien que la loi de 2004. Rien que la loi de 2004, avec, depuis 2004, des choses qui ont changé, notamment l'influence des réseaux sociaux et puis l'influence des influenceurs, notamment à travers TikTok, qui les poussent à contourner autant que possible les élèves la loi de 2004. Il y a une solution? C'est exact. Les réseaux sociaux jouent un grand rôle dans la multiplication de ces signalements que l'on observe depuis quelques mois. Et j'ai eu l'occasion de dire à quel point ces réseaux sociaux manquaient de modération. Il faut viser les propagateurs qui ne volent ni de bien aux élèves, ni de bien aux écoles, ni de bien à la République. C'est difficile d'un point de vue juridique. Ils s'abritent souvent dans l'anonymat. Et puis, il y a aussi le droit d'expression qui existe sur les réseaux sociaux. Mais nous n'avons pas renoncé à cibler celles et ceux qui, derrière les élèves, prodiguent de bien mauvais conseils. Parce qu'il faut rappeler que Samuel Paty, le cas Samuel Paty, l'assassinat de Samuel Paty, barbare de Samuel Paty, ça a commencé par des appels au meurtre sur les réseaux sociaux. En effet. C'est comme ça que ça a commencé. Pour certains élèves, la laïcité représente à votre tour un ensemble d'interdictions. Alors, est-ce que ça veut dire que la laïcité, quelque part, ça peut être une chasse aux sorcières? Alors, il faut absolument éviter de présenter la laïcité comme une restriction des libertés, comme quelque chose qui viendrait enfreindre les droits individuels. La laïcité, en réalité, c'est une liberté. C'est la possibilité d'une transmission du savoir qui se fasse dans un cadre qui soit débarrassé, si je puis dire, d'influences politiques, religieuses et autres. Et donc, c'est ça, pour moi, l'essentiel, c'est de présenter la laïcité comme une conquête démocratique plutôt qu'une restriction. La République, elle ne doit pas simplement être crainte, elle doit aussi être aimée. Ça, c'est quand même et respecter. Aimer et respecter. Ça, c'est un grand message des fondateurs de la Troisième République, et j'y tiens beaucoup. La laïcité, ça n'est pas simplement une menace sur celles et ceux qui voudraient l'enfreindre. C'est l'émancipation. C'est le prof d'histoire qui parle. C'est le prof d'histoire qui parle. C'est l'émancipation par le savoir. Et là, on a une bataille culturelle à mener. C'est incontestable. Bataille culturelle, justement. Jean-Luc Mélenchon affirme qu'il y a dans ce pays fabriqué, fabriqué, alimenté par tout un courant d'idées, une haine des musulmans déguisés en laïcité. Qu'est-ce que vous lui répondez? Et qu'est-ce que ça dit, puisque vous venez de la gauche, vous venez de la gauche et vous aviez appelé à voter François Hollande. Qu'est-ce que cela dit d'évolution de la gauche? Alors, il est sûr que du côté de l'extrême droite, la laïcité, elle masque des intentions tout à fait nauséabondes, xénophobes, avec en effet des formes d'hostilité à l'égard de nos compatriotes musulmans. Et donc il faut bien entendu on va parler de l'extrême droite d'ailleurs aussi. Distinguer la laïcité, la vraie laïcité républicaine, celle dont je parlais à l'instant, qui est une laïcité bienveillante, ferme, bien entendu, mais bienveillante, d'un dévoiement que l'on a observé. Ça veut dire que quelque part, Jean-Luc Mélenchon a raison, peut avoir raison? Alors, sur ce point, il est évident que la laïcité a plusieurs acceptions, qu'il y a des acceptions qui sont des acceptions hostiles et xénophobes, qui ne sont pas les miennes, bien entendu, et qui ne sont pas celles de l'école républicaine. Et alors, vous répondez quoi à Mélenchon quand il dit ça? Est-ce qu'il joue contre la République en parlant comme ça?
et contre les valeurs de la République, en disant que dans ce pays est fabriqué, alimenté par tout un courant d'idées, donc il pense notamment à l'extrême droite, mais il peut penser aussi à la majorité, une haine des musulmans déguisée en laïcité. Ça ne concerne certainement pas la majorité, ça ne concerne certainement pas le gouvernement, certainement pas le ministre de l'Éducation nationale. La laïcité, c'est une laïcité émancipatrice qui ne vise personne en particulier, mais qui vise à maintenir le vivre ensemble, qui vise à maintenir la possibilité d'une école qui émancipe par le savoir. Est-ce que vous dites, comme Bernard Cazeneuve qui était ce matin sur Radio J, que la France insoumise fabrique des votes d'extrême droite en quantité industrielle ? Chacun a sa manière de voir les choses. Moi, je pense qu'effectivement, par certaines de ses positions et de certaines formes de radicalité, la France insoumise peut jouer la politique du pire. Et la politique du pire, on le sait, elle finit toujours par alimenter l'extrême droite. On l'a vu dans l'histoire. Elle fabrique des votes d'extrême droite en quantité industrielle, comme le dit Cazeneuve ? Chacun a son expression. Mais moi, je dis que... Vous avez la vôtre. Il faut faire attention à ne pas alimenter le vote d'extrême droite par des expressions je dirais, populistes et par des formes de radicalité qui ne bénéficient pas à la République. Expression populiste, donc, de Mélenchon. Vous faites allusion à lui. En l'occurrence. En l'occurrence. Depuis des années, vous en parliez tout à l'heure, certains cours de sciences, certains cours d'histoire, comme la Shoah, ne peuvent plus être enseignés dans les écoles des territoires perdus de la République. Ce qui ont été appelés territoires perdus de la République, et désormais, c'est la laïcité, le débat, et pour tout dire, le savoir que l'on voudrait interdire à l'école. On l'a vu avec après l'assassinat de Samuel Paty. Comment en est-on arrivé là ? Comment sortons de là ? Alors, il y a en effet des phénomènes de contestation pédagogique qui font partie des signalements mensuels dont je parlais tout à l'heure, qui sont minoritaires au regard du port de vêtements et de signes religieux, mais auxquels nous sommes très attentifs. La solution, si je puis dire, en tout cas la réponse, c'est la réponse par l'école, c'est la réponse par l'enseignement, c'est la réponse par la pédagogie. Par la pédagogie et par l'accompagnement peut-être des enseignants. Comment ils peuvent être formés et accompagnés ? La formation des enseignants, et nous avons très nettement accentué la formation continue des enseignants sur ces sujets. Notre objectif, c'est d'arriver progressivement à former tous les enseignants. Nous avons accéléré le programme de formation continue, bien entendu, pour ces questions. Mais précisément l'école, vous savez, elle a toujours dû répondre à des formes de contestation pédagogique. Il y a un siècle, c'était le cas sur d'autres questions. Même au niveau de l'apprentissage de l'écriture et de la lecture, hein, méthode globale ou pas, ça fait partie des L'école a été un lieu de débat, à la fois sur les méthodes, parfois sur les contenus. Et cela montre bien à quel point elle est centrale. Et aujourd'hui, ça a changé. Maintenant, c'est la laïcité qui est mise en cause. Alors là, vous faites aussi allusion à d'autres choses que la laïcité, à des questions relatives à l'histoire qui peuvent être sous-tendues par des considérations religieuses, mais pas nécessairement. Et donc la réponse, c'est l'école, c'est la pédagogie, c'est l'enseignement, c'est la fermeté sur la science, sur la raison, contre des croyances, contre des mensonges, contre éventuellement le négationnisme. Il n'y a pas de meilleure réponse que le fait de labourer notre sillon qui est celui du savoir, de la science et de l'émancipation par le savoir. En ce qui vous concerne, vous avez accompagné des classes à Auschwitz, je crois que c'était la semaine dernière, lundi dernier, et vous serez demain donc aux côtés du président de la République au camp des Milles, à Aix-en-Provence, un site mémorial devenu un lieu important de transmission tourné vers l'éducation. Est-ce à dire que le devoir de mémoire, ce qu'on appelle le devoir de mémoire, est plus que jamais essentiel ? On va rappeler ce qu'est le camp des Milles. C'est un camp français d'internement et de déportation pour plus de 10 000 prisonniers entre 1939 et 1942. La particularité du camp des Milles, c'est la forte proportion d'intellectuels et d'artistes qui ont été internés, parmi lesquels notamment Max Ernst, et plus de 2000 personnes seront ensuite envoyées en déportation vers le camp d'Auschwitz. Tout à fait. Le ministère de l'Éducation nationale a un partenariat que nous allons d'ailleurs renforcer avec le mémorial de la Shoah, qui concerne notamment une dimension mémorielle à laquelle je suis d'ailleurs très, très attaché et qui me semble indispensable.
à l'édification des futurs citoyens, et puis aussi à la connaissance historique. Connaissance historique et reconnaissance mémorielle peuvent aller de pair, doivent aller de pair. C'est absolument essentiel dans la société d'aujourd'hui. Donc il ne faut jamais baisser la garde, vous voyez, sur ces questions, parce que ce sont des questions importantes pour notre pays, des questions d'histoire importantes, et puis parce qu'en l'occurrence, il ne faut pas baisser la garde et lutter sans relâche contre toutes les formes de racisme, et en particulier contre l'antisémitisme, qui est encore une réalité dans notre société. Qu'est-ce qu'il faut attendre du discours du président de la République de demain, d'ailleurs, qui fait un discours au Camp des Milles à Aix-en-Provence? Rappelez-vous le discours de Pithiviers du 17 juillet dernier, du discours du président de la République, qui était un magnifique discours d'une grande hauteur intellectuelle dans lequel je me suis, et je pense l'ensemble des Françaises et des Français se sont reconnus. Alors, devoir de mémoire et politique, la campagne présidentielle a été marquée par le discours révisionniste d'Éric Zemmour autour de sa thèse démentie par l'histoire de Pétain, soi-disant sauveur des Juifs français. Zemmour, qui célèbre aujourd'hui, ce dimanche 4 décembre, le premier anniversaire de son parti Reconquête. Est-ce que vous considérez que Zemmour a instillé un poison durable dans la vie politique et la société française ? Un poison, il n'y a aucun doute. Durable, j'espère que ce ne sera pas le cas, mais c'est un polémiste professionnel complètement dévalué, à la fois d'un point de vue intellectuel. Lorsqu'on dit que Pétain a sauvé les Juifs, effectivement, je crois qu'on n'a plus grand-chose à dire sur quoi que ce soit, et certainement pas sur les sujets d'histoire, ou bien que le capitaine Dreyfus n'était pas si innocent que ça, d'après Zemmour. Et puis, d'un point de vue politique, ce sont des discours de haine, ce sont des discours de rejet. Il y a aussi des discours de haine, de racisme anti-musulman, une haine anti-musulman profonde. Qu'est-ce que vous en dites aujourd'hui ? Il a été condamné à plusieurs reprises pour des propos à connotation raciste. Il n'y a aucun doute sur le sujet. Est-ce qu'il a sa place en politique ? Pour moi, il n'a pas sa place en politique. Si on fait de la politique, si on donne à la politique, évidemment, une dimension qui est une dimension éthique, une dimension morale. Il est clair que ce type de personnage dans la vie politique est un poison lent contre lequel il faut mettre les Français en garde. Mais nous avons également, nous, en particulier du côté de l'éducation nationale, notre rôle à jouer. Est-ce qu'il faut se méfier des passerelles, c'est un article aujourd'hui dans le JDD, entre la droite LR LR et l'extrême droite, donc LR qui désigne aujourd'hui son président? Il y a des passerelles à l'évidence, et j'espère que du côté de la droite républicaine, on fera et on fait ce qu'il faut pour se démarquer du Rassemblement national. Alors avant de vous nommer à la tête du ministère de l'Éducation nationale, Emmanuel Macron, vous avez nommé en février 2021 à la tête du Palais de la Porte Dorée, qui abrite le Musée national de l'histoire de l'immigration, avec l'objectif de calmer les tensions autour d'un sujet hautement inflammable, c'est-à-dire l'histoire coloniale. Est-ce que vous considérez y être parvenu? Alors, il y a deux sujets, en l'occurrence. Il y a le sujet de l'histoire de l'immigration. La France est un grand pays d'immigration, et elle ne serait pas la France si des vagues de migrants n'avaient pas contribué à enrichir merveilleusement la société française. Depuis des siècles, avec évidemment des difficultés, des tensions, mais la France serait tout autre si elle n'était pas profondément travaillée par cette histoire de l'immigration. Et puis il y a également la dimension qui est celle du Palais de la Porte Dorée, c'est-à-dire la dimension coloniale, qui est une autre facette de notre histoire, et cette dimension-là doit être mieux connue, aussi bien enseignée, de manière à ce qu'on comprenne aussi la manière dont la France s'est constitué un empire, la manière dont cet empire s'est défait à partir des années 50 et des années 60, et puis parce que cela a un effet aussi sur la société française. Moi-même, je ne serais pas devant vous s'il n'y avait pas eu d'empire français, puisque mon père était sénégalais. On va poursuivre là-dessus justement. Est-ce que vous êtes en phase avec le projet sur l'immigration tel qu'il a été annoncé par Gérald Darmanin? Emmanuel Macron on parle aussi aujourd'hui en JDD. La droite qui considère qu'il s'agit d'un projet laxiste, et la gauche
d'un projet inhumain? C'est un projet qui a le grand intérêt d'inclure une dimension importante qui est celle de la régularisation. Et ça, c'est tout à fait important. Et c'est aussi un projet qui a une dimension relative à l'équilibre des territoires. C'est donc un projet qui a une globalité qui le distingue de projets précédents. Et à ce titre-là, j'espère qu'il sera examiné sans œillère idéologique. Régularisation, justement, est-ce que vous souscrivez à ce que dit Thierry Marx aujourd'hui dans le JD, qu'il faut régulariser tous les travailleurs sans papier qui travaillent dans le domaine de la restauration? Vous savez, on a affaire dans l'enseignement en particulier à une baisse des effectifs scolaires, une baisse démographique. Et donc, on sait bien que dans quelques années, les difficultés que l'on observe déjà sur le marché du travail vont s'accentuer avec des pénuries de main-d'œuvre dans de très nombreux domaines. C'est déjà le cas d'ailleurs dans l'enseignement, on en parlait. Et c'est le cas dans la restauration? Et c'est le cas dans la restauration. Donc il faut régulariser? Et donc la réponse à cela, c'est bien entendu l'immigration, c'est-à-dire des travailleurs venant d'ailleurs qui pourront travailler dans des secteurs qui sont des secteurs en tension. C'est déjà le cas, mais la logique démographique du pays fait que cela sera nécessaire dans le futur. Donc, ce que disait Bernard Stasi en 1993, l'immigration était une chance pour la France, c'est toujours valable aujourd'hui? J'en suis persuadé. Votre arrivée au gouvernement a débouché sur une violente campagne contre vous, à travers notamment un flot d'injures racistes. Est-ce que vous vous attendiez à cela? Comment vous l'avez ressenti? Et qu'est-ce que vous en dites aujourd'hui? Je ne m'y attendais pas à ce niveau. Une étude de SOS Racisme a montré récemment la manière dont ces réseaux sociaux de la fachosphère s'organisaient pour me viser. Il y a eu quelque chose comme 900 000 tweets racistes à mon égard. Donc... Avec quelques déclarations, notamment Marine Le Pen. Elle a dit, vous défendez l'indigénisme et le racialisme et votre nomination constitue la dernière pierre de la déconstruction de notre pays, de ses valeurs et de son avenir. Même son de cloche du côté d'Éric Zemmour, qui vous a qualifié de vrai intellectuel indigéniste, un vrai woke. Est-ce que vous avez vécu cela comme du racisme? Et tout cela est basé sur une déclaration que vous aviez faite un peu plus tôt concernant vous disiez il existe bien un racisme structurel en France par lequel des institutions comme la police peuvent avoir des pratiques racistes. Il y a du racisme dans l'État, mais il n'y a pas de racisme d'État. Bah oui, le racisme existe en France. C'est pour ça qu'il y a des institutions comme la DILCRA, comme le Défenseur des droits, parce qu'il peut y avoir du racisme partout, y compris au sein d'institutions. Ça peut aussi exister au sein des institutions scolaires, bien entendu. C'est une réalité, mais c'est une réalité contre laquelle le gouvernement et l'État se mobilisent. Il faut faire reculer les actes racistes, il faut faire reculer les actes antisémites, et évidemment que c'est une priorité, parce que les valeurs de la République, ça inclut aussi une lutte ferme contre les discriminations raciste, discrimination antisémite ou bien discrimination anti-LGBT. Mon entrée en citoyenneté, quand j'avais 20 ans, elle s'est faite autour de ces questions, et je ne vais pas les abandonner aujourd'hui, bien entendu. Est-ce que vous avez souffert dans votre vie, depuis votre enfance, par le fait d'être un homme de couleur? De manière, je dirais, suffisamment espacée et en pointillé pour que cela ne m'affecte pas durablement et en profondeur. Mais ce serait mentir que de vous dire que je n'ai jamais subi d'avanie raciste. Et aujourd'hui? Donc, suite à votre nomination, on vient d'en parler. Et c'est le cas encore, régulièrement? Par le biais des réseaux sociaux, en effet, les personnes racistes se cachent derrière des comptes anonymes pour insulter. J'ai d'ailleurs porté plainte contre certaines attaques racistes. Alors vous disiez dans Le Monde, c'était en janvier dernier, que l'idéologie woke était un épouvantail plus qu'une réalité sociale ou idéologique, et que le terme d'islamo-gauchisme ne désigne aucune réalité à l'université. Est-ce que vous faites la même analyse aujourd'hui? C'est une analyse qui est en rupture avec l'analyse de votre prédécesseur Jean-Michel Blanquer. Oui, je fais la même analyse. Bien entendu qu'il y a des formes de radicalité qui peuvent être contestées et entrer dans les débats à la fois intellectuels et politiques. Mais nous avons des sujets sérieux sur lesquels il faut se concentrer. La réussite des élèves, la lutte contre les inégalités, le bien-être des élèves, ce sont des sujets qui sont suffisamment importants
vigilants pour qu'on ne se laisse pas dériver vers des joutes idéologiques sans intérêt. L'islamo-gauchisme, ça vous parle ou pas ? Ça ne me parle pas du tout. Pas du tout ? Non. Donc les ministres qui vous ont précédé, notamment Jean-Michel Blanquer ou la ministre de l'enseignement supérieur à ses côtés, avaient tort. Moi, c'est moi et eux, c'est eux. Eux, c'est eux. Alors, du côté de la gauche, donc il y a les critiques de la droite, de l'extrême droite. Du côté de la gauche, on vous a reproché d'avoir aussi scolarisé vos enfants dans un établissement privé. Qu'est-ce que vous leur répondez ? C'est un établissement qui remplit une mission de service public. Et à ce titre-là, je demande à être jugé sur mon travail de ministre et pas sur mes enfants, mes lectures ou là où je vais en vacances. Parce que, oui, vous avez sans doute raison, mais est-ce que les critiques, est-ce que en inscrivant vos enfants dans un établissement privé, c'était une manière de dire que l'éducation nationale n'était pas à la hauteur pour s'occuper de l'éducation et de l'avenir de vos enfants ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Les raisons sont des raisons qui n'ont rien à voir avec cela. Je suis le produit de l'enseignement public, j'y suis profondément attaché et ma mission, c'est précisément de faire de telle sorte que l'école soit à la hauteur des attentes de la société et ce sont des attentes bien légitimes, faire réussir tous les enfants d'où qu'ils viennent. À quoi faudra-t-il juger du succès ou de l'échec de votre action à la tête du ministère de l'Éducation ? Par de meilleurs résultats en ce qui concerne les évaluations, notamment les évaluations de français et de mathématiques à l'entrée en 6e. Donc vous savez qu'elles ne sont pas à la hauteur de ce que nous attendons. Évaluation également à l'entrée en seconde. Et puis d'une manière générale, une lutte plus efficace contre les inégalités scolaires qui sont plus fortes en France que dans d'autres pays comparables. Et précisément, ça veut dire quoi ? Ça veut dire plus de mixité et puis ça veut dire des destins et des trajectoires scolaires qui soient moins déterminés par les inégalités de naissance. Et alors, pour conclure, un sujet qui n'a rien à voir, est-ce que vous regardez les matchs de la Coupe du Monde de football à la télévision et en particulier ceux de l'équipe de France ? Oui, je suis un grand fan de football et donc j'attends avec impatience le France-Pologne tout à l'heure à 16h en souhaitant évidemment très fortement la victoire de l'équipe de France. Juste après cette émission. Et au passage, et d'ailleurs la polémique autour du boycott ou pas boycott diplomatique ou sportif du mondial, ça vous dit quelque chose, ça vous parle ou pas ? Il aurait fallu faire cela il y a 10 ans. À l'époque, qu'est-ce que vous en disiez d'ailleurs ? Au moment où le Qatar... Est-ce que vous pensiez qu'il ne fallait pas faire cette Coupe du Monde au Qatar ? À l'époque, oui, j'étais très critique de cette décision dont on connaît certaines modalités, mais c'est à cette époque-là qu'il aurait fallu décider, parce qu'à cette époque, le Qatar était déjà le Qatar et le football était déjà le football. Le Qatar, c'était pas une bonne idée pour cette Coupe du Monde ? Je n'ai pas de commentaires à faire. La Coupe du Monde a commencé et je suis un grand supporter de l'équipe de France. Merci. Et de l'équipe du Sénégal aussi un petit peu. Et l'équipe du Sénégal aussi. Qui joue ce soir. On va voir ce que ça va donner. Peut-être que la France et le Sénégal se retrouveront ensuite. On verra. Et alors vous soutiendrez qui ? Je soutiendrai l'équipe de France, mais j'espère que le Sénégal ira aussi loin que possible aussi. Merci en tout cas, Pape Daye, d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin d'après-midi sur Radio J et à dimanche prochain. Merci. Merci.